vous savez quel est le film qui divise le plus en ce moment? Je pense que c'est lui. Ça, c'est la saga d'infectés la plus emblématique du cinéma moderne. Composée de 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, 28 ans plus tard et désormais 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Des films qui ont marqué leur époque par leur originalité à contre-courant des blockbusters hollywoodiens. Alors quand Sony a annoncé vouloir relancer la saga avec de nouvelles suites, la hype chez les fans était immense. Mais lors de la sortie de 28 ans plus tard, il a divisé. Du côté de la critique, l'accueil est majoritairement positif. Beaucoup saluent l'ambition du projet, le parti pris visuel et les thèmes forts qu'il aborde. En revanche, chez le public, les avis sont beaucoup plus polarisés. Certains partagent l'enthousiasme des critiques, d'autres reprochent au film d'être inégal, trop expérimental et trop différent des films précédents. Et logiquement, sa suite 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, a aussi divisé. Et c'est un peu pour la même raison, c'est trop différent, il y a des passages qui ont un rythme beaucoup plus lent et les infectés sont aussi beaucoup moins mis en avant. Et moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent ça. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi selon moi, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts est un bon film. Et pourquoi ces prises de risque méritent au minimum qu'on s'y attarde. Mais bon, comme d'habitude, on va d'abord voir les origines du film. Parce que pour comprendre la suite, il faut quand même savoir pourquoi cette saga est devenue aussi culte. Commençons par le commencement de la saga, avec 28 jours plus tard. Un film réalisé par Danny Boyle, écrit par Alex Garland et avec Cillian Murphy dans le rôle principal. Tous les trois sont de grands noms dans le cinéma hollywoodien. C'est même ce film qui a permis à Alex Garland et Cillian Murphy de se faire un nom. Ils avaient déjà travaillé sur des projets, mais n'étaient pas encore reconnus à ce point. Mais pourquoi ce film? Eh bien en 2002, les films de zombies ou d'infectés sont un peu passé de mode. Le but est donc de réinventer le genre afin d'offrir quelque chose de nouveau au public. C'est pour ça qu'ils vont modifier radicalement un des codes du genre, ils vont même en réalité faire l'inverse. Dans 28 jours plus tard, les infectés courent, ils sont rapides. L'attention ne vient donc pas de leur lenteur, mais de leur capacité à surgir à n'importe quel moment et à devenir un danger extrême à la seconde où on en croise un. Mais on a aussi la manière dont le film a été tourné, car il a été filmé avec une caméra numérique, une HDW F900. En 2002, c'était très inhabituel pour un long métrage de cinéma, mais ce choix avait un intérêt. Ça donne au film un côté brut et réaliste, presque reportage. Cela permet aussi l'utilisation de plans tremblants, renforçant l'impression de chaos et d'urgence. Cette originalité a permis au film d'extrêmement bien marcher pour un film du genre lors de sa sortie en 2002. Et il a inspiré beaucoup de films sortis un peu après lui, comme Cloverfield, Rec, The Blair Witch, des films dont l'identité réside dans l'utilisation de caméras numériques. Bon alors oui, aujourd'hui, les caméras numériques sont fréquentes sur les tournages hollywoodiens, mais à l'époque, c'était destiné à monsieur et madame tout le monde. Ce serait aujourd'hui comme filmer un film à l'iPhone. Et évidemment à Hollywood, qui dit succès, dit suite, c'est pour ça qu'on a eu 28 semaines plus tard. Il reprend tout ce qui a fait le succès du premier, mais en affinant le concept. Cette fois-ci, le regard se déplace de la survie individuelle à la gestion politique et militaire du chaos. Et il est encore plus brutal et spectaculaire que le premier. Mais les deux films gardent beaucoup de thématiques en commun, comme la peur de l'effondrement de nos sociétés, de l'horreur que l'homme peut faire face à la peur, qui est parfois plus dangereux que les infectés eux-mêmes. Car le film nous montre que la vraie menace, ce sont les survivants, et que sans règles, sans civilisation, l'éthique n'existe plus. Et c'est là qu'on se retrouve en 2025, où Sony Pictures a décidé de relancer la saga avec 28 ans plus tard. Mais bon, comme dit précédemment, ça a divisé, tout comme Le Temple des Morts. Mais elle parle de quoi cette suite? Alors oui, si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement déjà vu Le Temple des Morts, mais je trouve que c'est quand même bien de clarifier et poser les bases du film avant d'aller plus loin. Donc, dans cette suite réalisée cette fois-ci par Nia DaCosta, mais Danny Boyle reste producteur et Alex Garland reste scénariste, nous raconte la suite de 28 ans plus tard, mais en se concentrant sur le Dr Kelson et les doigts qui ont été introduits à la fin du film. Nous suivons donc deux groupes qui vont ensuite se rejoindre par la suite. Celui du Dr Kelson, qui vit toujours dans le Temple des Morts, avec l'infecté Alpha Samson qui rôde autour de lui, mais Kelson est en train de trouver un moyen de guérir Samson du virus, chose qu'il va réussir à la fin. De l'autre côté, nous avons les doigts, des fanatiques religieux qui croient en Satan, et dont leur chef est Jimmy Crystal, prétendant pouvoir communiquer avec Lucifer car il serait son fils. Il y a d'ailleurs beaucoup de symbolisme religieux dans le film, à un moment il y a carrément une crucifixion, et les doigts ont intégré dans leur groupe contre son gré Spike, le personnage principal de 28 ans plus tard. Sauf qu'ils vont rencontrer le Dr Kelson, et ils le prennent pour Satan, car il arrive à contrôler les infectés grâce à un produit. Alors évidemment, ce n'est que de la médecine, mais eux le voient comme quelque chose de surnaturel. Jimmy Crystal va donc voir Kelson, mais se rend compte que ce n'est pas Satan, mais va quand même l'obliger à jouer le jeu en le menaçant. Kelson va donc créer un show pour ses fidèles entre guillemets, sauf qu'il va reconnaître Spike. Il décide donc de demander à ses fidèles de crucifier Jimmy Crystal, comme Jésus sur la croix. Parce que Jimmy est censé être son fils, il est donc cohérent qu'il prenne le même chemin que le fils de Dieu. Mais en réponse, Jimmy tue Kelson, ce qui est également assez symbolique. Contrairement à Jésus qui a accepté la volonté de son père de se faire crucifier, Jimmy préfère tuer son père pour éviter la croix. Mais afin de venger Kelson, Spike ainsi qu'une fidèle, une certaine Jimmy Inc, tue Jimmy Crystal et d'autres fidèles qui sont restés de son côté. Spike et Jimmy Inc s'en vont et rencontrent
Jim, le personnage joué par Cillian Murphy qui va sûrement devenir important dans la suite. Mais bon, qu'est-ce qui dans ce film m'a autant divisé ? Alors ce ne sont que mes observations personnelles, mais je vais vous exposer les points qui, j'ai l'impression, ont le plus divisé en me fiant aux avis que j'ai vus sur ce film. Bon, déjà, dans le Temple des Morts, les infectés sont un peu mis en retrait. Ils n'essayent plus de nous faire peur avec eux, ou très rarement. Mais plus encore, le seul infecté qui est mis en avant dans le film n'est plus du tout la menace qu'il était dans 28 ans plus tard. Il devient passif et il guérit de la maladie, et on pourrait voir ça comme une trahison. C'est quoi l'intérêt d'une saga de films d'infectés si on voit de moins en moins les infectés ? Mais il y a aussi plusieurs moments qui ont un rythme beaucoup plus lent et qui sont plus contemplatifs. On n'est plus du tout sur la frénésie et le sentiment de danger permanent du premier film. Mais moi, je vois pas ça vraiment comme une trahison, plus comme une évolution. Les infectés, ça fait 3 films qu'on les voit, il y a plus grand chose à faire avec eux. Ce film, comme le précédent, ne cherche pas à donner aux spectateurs ce qu'ils attendent, afin d'explorer de nouveaux éléments et ne pas se répéter avec les autres films. Ce que beaucoup de suites de blockbusters hollywoodiens font. Et c'est totalement dans l'esprit de la saga. Le premier film, comme dit précédemment, a fait des choix audacieux afin de proposer quelque chose de différent de la norme au public. Mais bon, c'est bien beau de pas faire ce qu'on attendait, mais faut quand même que ça ait un intérêt, que ce soit cohérent de faire comme ça. Et aussi de proposer autre chose dans ce cas-là. Et le Temple des Morts a énormément à proposer. Parce que j'ai vu aussi des gens dire que le film n'avait rien d'intéressant, que ce soit dans la forme comme dans le fond. Chose avec laquelle je suis absolument pas d'accord pour le fond. Par contre pour la forme, un peu mais à nuancer. Bon, je vais parler des points que j'ai vraiment aimés plus tard, mais là je vais être un petit peu plus critique sur cette partie, parce qu'on sent que c'est pas Danny Boyle qui a réalisé. C'est moins audacieux dans la mise en scène, par exemple dans 28 ans plus tard, t'avais cet effet assez original, une sorte de bullet time mais pas exactement. Également des scènes filmées en infrarouge, ce qui accentuait le côté flippant. Il y avait aussi le fait que le film était filmé à l'iPhone, même si personnellement je trouve que ça apportait pas grand chose. C'était expérimental, là on expérimente moins, c'est un peu plus banal. D'un point de vue de la photographie aussi, il y avait moins de moments où je me suis dit waouh c'est beau, et c'est sûrement parce que le chef-op a changé entre les deux films. Mais je trouve pas non plus que Tia DaCosta a fait du mauvais travail. Il y a quand même une bonne exécution et certaines bonnes idées. Déjà pour ce qui est repris des films précédents, on a la caméra parfois tremblante avec des mouvements qui peuvent être aléatoires, afin de créer ce sentiment de brutalité recherché depuis le début de la saga. Il y a aussi des gros plans sur Samson en snoricam pour montrer qu'il est déstabilisé, une technique qui avait déjà été utilisée dans la saga. La snoricam si jamais ça donne ce genre d'effet, vous en avez sûrement déjà vu dans des films. Mais le film cherche aussi et arrive à créer de la contemplation. Certains plans du Temple des Morts sont vraiment beaux je trouve, surtout ceux avec les crânes en premier plan et puis les galaxies ainsi que les étoiles en arrière-plan. Mais vous allez sûrement me dire que c'est pas l'aspect le plus convaincant de ma vidéo. Mais c'est parce que pour moi, la force du film réside dans le scénario d'Alex Garland. Bon alors, les thèmes abordés par le film sont assez banals dans les œuvres post-apo. Mais ce que j'aime avec lui, c'est qu'il aborde beaucoup de thématiques qui sont liées entre elles et il va loin dans ces thématiques. C'est même, je pense, le film de la saga qui va le plus loin et qui est le plus intéressant à analyser de ce point de vue-là. Vous allez voir. Bon, déjà, son but, comme dit précédemment, n'est pas d'exploiter les infectés, mais plutôt de montrer comment les humains peuvent réagir face à un monde qui n'a plus aucune règle. Et pour ça, il nous présente deux visions du monde très différentes. Déjà, on a celle des doigts, qui sont des fanatiques religieux. Ils vénèrent le diable, ils ont un gourou qui les dirige, ils sont également encore des enfants. Ils n'ont eu quasiment aucune éducation, c'est ce monde qui les a éduqués. Et les rares éléments de l'ancien monde qu'ils ont intégrés à leur vie se résument à des éléments de la religion chrétienne qu'ils ont mal compris et à des émissions télé comme les Teletubbies. Mais surtout, ils adorent la violence. Sauf que là où le premier film montrait que la peur rendait les humains encore plus dangereux que le danger dont ils avaient peur, le Temple des Morts nous montre des humains qui n'ont plus peur. Mais c'est l'absence d'éducation aux bases des civilisations humaines qui fait d'eux des individus violents qui ne gardent que le côté animal de l'être humain. Celui qui pousse les hommes à la violence et à suivre une meute sans réfléchir. Mais l'autre vision possible est représentée par Kelson, qui est l'opposé de ces individus. Il respecte les morts au point de faire un temple à leur effigie, il a énormément d'empathie, même envers les infectés. C'est aussi quelqu'un qui écoute les autres et qui essaye de les faire réfléchir, de leur donner des instants où ils peuvent se poser et oublier la brutalité de ce monde. Et c'est surtout quelqu'un éduqué. Il est médecin et a gardé des livres de l'ancien monde, dont un sur l'éthique médicale. L'éthique qui est quelque chose de très important dans les civilisations humaines. Et c'est quelque chose que les doigts n'ont pas. D'ailleurs, les passages où on est avec Kelson, c'est ceux qui vont avoir un rythme beaucoup plus lent et où il y aura moins de scènes choc, ce qui illustre sa personnalité. Donc oui, c'est plus lent, mais c'est cohérent avec le personnage. Mais tout ce que je viens de vous dire à propos de Kelson fait partie des fondamentaux des civilisations humaines. L'empathie, l'éthique, l'éducation. Mais là, on parle de deux visions du monde, mais on pourrait aussi parler
fait de deux religions. Alors oui, Kelson dit qu'il est athée, mais en fait, il a créé sa propre religion, avec ses rites et son temple destiné aux morts. D'ailleurs, les rites funéraires comptent parmi les premiers signes de religion, car ils traduisent la tentative de donner un sens à la mort et de l'éventuelle vie après celle-ci. Mais alors que lui a une religion de paix avec un côté philosophique au sens étymologique du terme, amour du savoir, les Dois ont une religion violente, cruelle, obscurantiste, avec des dogmes qu'il ne faut jamais remettre en question, et qui ont été décidés par un chef tout-puissant qui les gouverne. Ils ne cherchent jamais à savoir ou à comprendre ce monde, car croire en des mensonges est plus confortable. Et à travers ça, le film pose une question aux spectateurs. Si un jour, effectivement, les civilisations humaines s'effondrent, quel camp vous choisirez? Celui de ceux qui ont décidé de s'enfermer dans des violences et des croyances, ou de ceux qui ont décidé de garder ce qui reste de nous des humains civilisés, même si ça n'a plus de sens dans ce monde? Mais on pourrait se dire que dans un monde pareil, ben c'est la violence qui gagnerait. Eh bien pour le film, non. Grâce à une chose, la transmission de savoir. Car même si Kelson meurt, il transmet sa vision du monde à Spike et à sa nouvelle copine Jimmy Inc, mais également à Samson, qui vont perpétuer son héritage et donc une partie de l'héritage de l'humanité. La fin du film est d'ailleurs encore plus parlante, car quand nous rencontrons Jim, il fait réviser à sa fille des cours d'histoire. Lui aussi perpétue du savoir et des traditions à une nouvelle génération. Et c'est comme ça qu'on crée des civilisations qui durent, en éduquant les individus. Et c'est en partie pour ça que je trouve qu'il va plus loin que ses prédécesseurs, parce que 28 jours plus tard, par exemple, montrait l'horreur qui pourrait se passer si les civilisations humaines s'effondraient. Mais le Temple des Morts montre aussi un espoir et comment préserver ces civilisations. C'est pour ça aussi qu'on voit moins les infectés, parce que ce monde est en train de guérir. Vous l'avez compris, j'ai adoré 28 ans plus tard le Temple des Morts. Alors oui, d'un point de vue de la réalisation, j'avais dit que c'était bien, mais que c'était pas aussi audacieux que 28 ans plus tard. Mais le scénario d'Alex Garland, je le trouve vraiment réussi et très intéressant à analyser. Et encore, je pense que j'ai pas creusé jusqu'au bout, il y a sûrement encore des trucs à dire. C'est pour ça que j'espère qu'il va marcher, rien que pour avoir la suite, et que je vous conseille d'aller le voir. Et pour ceux qui ont déjà vu le film mais qui l'ont pas aimé, j'espère vous avoir convaincu. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave, et j'espère pouvoir voir vos contre-arguments en commentaire. Bon allez, si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, mais tu peux aussi aller regarder cette vidéo sur le Ghibli incompris Ponyo, et à la prochaine.